Bonjour. Alors, Nancy Murzilli est professeure de littérature et art à l'Université Paris 8, où elle co-dirige l'unité de recherche Fabrique du littéraire et le master Artec. Ses travaux de recherche portent sur la théorie de la fiction, les relations entre art et littérature, l'agentivité des pratiques artistiques et la recherche-création. Elle a co-dirigé avec Adrien Chassin le dossier Création critique, un numéro de littérature, paru en juin dernier, et elle est notamment l'autrice de Changer la vie par nos fictions ordinaires, du tarot aux rêves éveillés, comment nous mettons nos avenirs en jeu, aux éditions Premier Parallèle, paru en 2023, et tout à fait dans le thème de ce séminaire, donc, pour lequel Nancy Murzilli nous propose une conférence intitulée Quand fabuler c'est faire, la force transformatrice des fictions. Merci Nancy, c'est à vous. Merci David, et merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureuse. En effet, c'est un sujet qui me passionne depuis de très longues années. Et donc voilà, ce que je voulais proposer aujourd'hui, c'est l'idée qu'à rebours d'une vision qui cantonnerait la fiction à l'illusion ou au divertissement, j'aimerais interroger la puissance transformatrice des fictions et essayer de montrer comment les fictions, fruits d'un entrelacement permanent de l'imaginaire et du réel au cœur de notre expérience humaine, constituent un terrain d'exploration performatif. Et donc, je vous proposerai un exercice pratique pour articuler théorie et pratique et mettre à l'épreuve mes propositions. Et pour faire cet exercice, j'utiliserai le tarot de Marseille. Alors ce travail, en fait, cette proposition d'articuler pratique et théorie, elle vient de ma pratique de la recherche-création, qui est assez développée dans mon université, Paris 8, notamment dans l'équipe de recherche que je co-dirige, Fabrique du littéraire, où on travaille, et on a travaillé de façon assez assidue ces dernières années sur la création critique, qu'on peut considérer comme une branche de la recherche-création, ou, pour le dire autrement, de la recherche-création en littérature. La création critique, qui est depuis de longues années un sujet de recherche et aussi une forme de pratique d'écriture au sein de la Fabrique du littéraire, cette équipe de recherche. Et donc, où l'équipe de recherche est assez impliquée aussi dans l'école universitaire de recherche Artec, qui est située à la fois à Paris 8 et à Nanterre, et à laquelle je contribue notamment en étant co-directrice du master Artec. Donc c'est comme ça aussi que je développe ces pratiques, et je vous expliquerai plus avant pourquoi je le fais, quel est l'intérêt pour moi de le faire, et je dirais pour nous de le faire. Donc en fait, en gros, il s'agit d'enquêter à partir de dispositifs qui empruntent aux pratiques artistiques leur puissance d'activation de la pensée. Alors je vais commencer par une série de questions que je vais vous poser. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ce jeu mental de substitution des rôles pour comprendre les réactions de vos interlocuteurs en cas de malaise ou de conflit? Est-ce que vous avez déjà essayé de transformer un simple échange en scène de théâtre intérieur pour tester les émotions qu'il suscitait? Est-ce que vous avez déjà inventé une fiction à partir d'un geste anodin d'autrui, juste pour combler le vide du réel par une histoire plausible? N'avez-vous jamais, comme les enfants le font avec des objets, imaginé des scénarios de vie à partir de récits, d'images, de fiction, dialogué avec les morts, ou poursuivi mentalement la conversation avec l'ami que vous venez tout juste de quitter? En fait, la fréquentation assidue de la littérature et du cinéma nous entraîne à cette gymnastique d'esprit, à
à faire ce genre d'activité, les questions que je vous ai posées. Mais la compétence qui préside à la création d'œuvres fictionnelles n'appartient pas seulement aux autoristes d'œuvres artistiques. Cette compétence est sans doute beaucoup plus largement partagée qu'on ne l'imagine. Les grandes œuvres littéraires ou cinématographiques ne sont qu'une forme plus aboutie des fictions ordinaires que nous fabriquons et que nous partageons au quotidien pour introduire du jeu dans nos vies, JEU. Comme le soulignait Jean-Marie Schaeffer dans Pourquoi la fiction, un ouvrage paru en 1999, à la suite de John Dewey, ou dans la continuité, qui disait, à la suite de John Dewey dans L'art comme expérience, donc là ça date de 1934, les œuvres d'art ne s'opposent pas aux formes ordinaires de l'activité fictionnelle, elles en sont le prolongement naturel. Ça c'est moi qui paraphrase un peu la pensée des deux. Cette capacité à projeter des scénarios à partir de fictions que nous fabriquons au quotidien, aussi bien que de fictions artistiques, participe de la performativité des fictions. Performativité au sens que John Austin ou Judith Butler donnent à la performativité. C'est-à-dire, on envisage la fiction comme un dire, on envisage, la fiction non comme un dire, mais comme un faire. Et c'est ce que je vous propose d'analyser et d'expérimenter aujourd'hui à partir d'un dispositif donc, que j'utilise à la fois comme modèle d'analyse et comme instrument d'activation du pouvoir performatif des fictions. Alors ce modèle, c'est le tarot divinatoire pour moi, et c'est quelque chose que je développe dans le premier chapitre du livre qu'a cité tout à l'heure David, Changer la vie par nos fictions ordinaires. Donc ce tarot divinatoire comme modèle d'analyse du pouvoir performatif des fictions. Les pratiques fictionnelles s'effectuent dans des conditions qui mobilisent nos sens et notre jugement dans le cadre de certaines règles qui n'en suspendent pas les effets réels. Et pour moi, le tarot divinatoire, c'est un modèle spectaculaire de ce qui se produit dans nos manières ordinaires de négocier nos choix, nos décisions et nos interprétations par recours à des projections fictionnelles. Dans un tirage divinatoire, la lecture du jeu génère la vie du consultant ou des parties de sa vie et elle produit une intrigue parmi une quantité d'autres intrigues possibles. L'interprète du tarot va relier les unités de sens entre elles dans une interaction constante avec le ou la consultante. Et on peut comparer ça à une forme, en fait non, on ne peut pas comparer ça, excusez-moi. Il s'agit d'une forme d'enquête expérimentale qui se produit dans la séance, dans le moment de la consultation du tarot. Cette enquête expérimentale évalue les moyens de parvenir à une fin qui est sous-jacente à la question qui est formulée par le consultant ou la consultante, grâce à un dispositif qui est une forme de jeu de langage et qui est le jeu du tarot. Un dispositif au sein duquel le hasard est envisagé sérieusement comme une probabilité. Donc en fait, là, on donne un cadre, des règles du jeu, où le hasard peut être envisagé comme une probabilité. Et c'est ce qui permet la projection. Et c'est ce qui rend aussi ce dispositif intéressant pour activer des fictions performatives. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que en pratiquant la consultation du tarot, plutôt d'abord du côté du consultant, parce que en fait, c'était une pratique amatoriale. Ma mère faisait ça et elle me tirait régulièrement le tarot. Et puis, moi, je me prêtais au jeu. Et puis, j'ai fini par l'observer aussi. Et comme je travaillais par ailleurs sur la fiction, je me disais, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a quelque chose là, il se passe quelque chose de l'ordre de la fiction. Et comme c'était assez éloigné de ma manière d'interroger la fiction jusqu'ici, puisque moi, je l'interrogeais plutôt du côté des produits, en fait, c'est-à-dire les produits artistiques, les
films, la littérature, mais pas du côté de ce qui se passait dans ce que j'appelle nos fictions ordinaires. J'ai pas fait tout de suite j'ai pas réussi tout de suite à trouver le lien. Mais ce que j'ai constaté, quand j'ai fini par trouver une espèce d'eureka, là, je me suis dit, mais en fait, c'est le même principe communicationnel qui opère dans la lecture, le spectacle ou la production de fiction entre le ou les auteurs et ceux qui en font usage. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un nombre déterminé de cartes tirées au hasard, dont la signification et les combinaisons sont nombreuses mais limitées, l'interprète du tarot construit des récits. Mais ces récits ne prennent sens que par leur articulation avec ceux des consultants et la manière dont ceux-ci les prolongent. Et dans les livres et les autres productions fictionnelles, c'est également la manière dont les histoires des personnages s'agencent aux nôtres qui façonne le caractère performatif et la force transformative de ces fictions. Transformatrices, pardon. Sauf que ça se fait en différé, tout simplement. Enfin, du moins dans la lecture. Et même quand on visionne un film, ce qui est intéressant dans le modèle spectaculaire du tarot, c'est que l'interprète du tarot et le consultant sont en présence. Et donc, ils co-construisent le récit et ils l'articulent ensemble à des parties de la vie du consultant. Alors que dans la lecture, par exemple, ça se fait en différé. L'auteur construit un récit et devient performatif au moment de la lecture. Et c'est le lecteur qui va trouver des articulations avec sa propre vie. Il ne va pas forcément les trouver immédiatement, mais elles vont peut-être se trouver plus tard, bien plus tard. Où tout d'un coup, on se dit, mais en fait, ce que je suis en train de vivre là, je ne l'ai pas déjà vécu quand j'ai lu cette fiction, je sais pas, moi, La Princesse de Clèves, Madame Bovary, autres. Donc la fiction peut s'activer à retardement aussi. Donc c'est une approche pragmatiste des fictions que je propose. C'est-à-dire envisager du point de vue de leur effet plutôt que de ce qui les définit. Et donc selon cette approche, les fictions peuvent être vues comme des instruments de recadrage de nos jeux de langage et de nos formes de vie. Elles permettent d'inventer un nouveau cadre à nos actions. Les fictions ne nous trompent finalement que si nous nous obstinons à cultiver des utopies hors sol ou des projets transportables à toutes les échelles sans nous soucier de leur ancrage. Et c'est la raison pour laquelle il me semble important de cultiver l'activation des fictions artistiques par des dispositifs qui révèlent leur dimension performative dans les approches didactiques de la réception. Et en fait, c'est ce que je fais dans des ateliers de lecture littéraire au moyen du tarot divinatoire. Donc, il y a l'idée que dans les études littéraires, on pourrait aussi entraîner cette compétence par l'usage de jeux, bon moi j'utilise le tarot, ou de dispositifs qui permettent d'activer l'articulation des textes littéraires à la vie, mais il ne s'agit pas uniquement de la vie personnelle. Bien sûr, c'est toujours la vie personnelle parce qu'on est toujours en première personne à lire un récit, après on le partage, mais ça a des répercussions pour moi qui vont bien au-delà et qui sont des répercussions sociales. Et c'est vraiment ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'en gros, ce travail-là, ça pourrait ressembler à du développement personnel, mais ça s'en éloigne très largement. Ben voilà, je ferme la parenthèse sur ça. Je ne veux pas déborder. Donc, ces pratiques, selon moi, permettent de saisir la façon dont les fictions peuvent s'articuler à nos existences et agir sur nos manières d'habiter le monde. Les fictions introduisent une distance entre le cadre dans lequel je me trouve et celui dans lequel je me projette. Et j'aime bien citer cette phrase de Wittgenstein qui dit
dans les recherches philosophiques au paragraphe 309. Quel est ton but en philosophie? Et la réponse, c'est montrer à la mouche comment sortir du piège à mouche. Et en effet, un peu comme la mouche se heurte sans l'avoir à la paroi transparente de la bouteille du piège à mouche. En fait, je ne sais pas si vous avez en tête le piège à mouche. En fait, on prend une bouteille en plastique, on la découpe et puis on renverse le goulot à l'intérieur, on met de l'eau avec de l'eau sucrée. La mouche entre dans le piège et puis elle ne peut pas ressortir puisqu'elle elle trouve pas la sortie, quoi. Elle a du mal à la trouver en tout cas. Donc voilà, cette image-là que j'aime bien. Donc la mouche qui se heurte à la paroi transparente de la bouteille sans la voir, nous, on bute contre nos cadres logiques tant qu'on ne saisit pas le moyen d'en sortir pour en comprendre à la fois l'existence mais aussi les limites. Et il me semble que les fictions ont cette fonction philosophique de nous aider à apercevoir la distance qui nous tient à l'intérieur du cadre. Elles nous permettent d'évaluer cette distance et de la rescénariser. Donc c'est là que la fiction joue son rôle. L'interprétation des textes littéraires par le tarot rapproche la lecture de la vie en faisant du texte un terrain de prédiction, au même titre que le consultant fait de sa vie un terrain de prédiction pour le tarot divinatoire. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On lit une œuvre, parfois elle est performative, c'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où on la loue, à partir du moment où on a vu le film, on a fait une expérience. C'est une expérience réelle, elle fait partie, elle va entrer dans le bagage de nos expériences vécues. Parce qu'il y a divers types d'expériences, mais voir un film, voir un spectacle de théâtre, c'est une véritable expérience. Et elle est performative, c'est-à-dire qu'au sens, au moment où elle s'active pour nous comme une représentation, elle existe. C'est là que ce qui est dit est fait d'une certaine manière, puisque l'expérience c'est du faire, même si ça paraît être une expérience passive, hein, le fait d'être spectateur. Mais elle peut s'activer plus tard. Et c'est là qu'il y a une dimension prédictive de la fiction. Alors, je vous donne des exemples de consultation du tarot pour la lecture de textes littéraires, pour donner un peu de concret. Des questions qu'on peut formuler au tarot, comme le consultant va aller voir un interprète du tarot pour lui poser des questions sur sa vie personnelle. Moi, le jeu que j'ai fait, c'est de me dire, tiens, ces questions-là, au fond, qu'est-ce que ça fait si on les pose pour des personnages, pour des fictions littéraires, des personnages de cinéma, plutôt que de les poser pour soi ou pour quelqu'un, oui, pour soi. Alors, donc on peut se demander, par exemple, ce sont des exemples, hein, la princesse de Clèves a-t-elle cédé en secret aux avances du duc de Nemours? Est-ce le loup ou la grand-mère qui a dévoré le petit chaperon rouge? Phèdre souffre-t-elle d'avoir été incarnée des centaines de fois? Donc là, il s'agit de dénouer, en répondant à ces questions, c'est-à-dire en utilisant le tarot pour répondre à ces questions, il va s'agir de dénouer des nœuds interprétatifs, de lever des doutes et des interrogations qui sont restées en suspens, de comprendre ce qui nous lie intimement et socialement à un texte littéraire. Alors, il peut sembler peu orthodoxe, illégitime, voire dangereux, d'introduire une pratique divinatoire populaire, sans fondement scientifique, telle que la cartomancie, dans une pratique savante comme l'étude des textes littéraires. Et dangereux, bon, peut-être un peu exagéré de dire dangereux, mais dangereux dans le sens où elle pourrait mettre en péril le sérieux de cette discipline. Mais, ce que je pense, c'est qu'on peut aussi y voir un dispositif d'analyse critique de l'expérience littéraire qui, sans exclure une lecture experte et outillée, peut passer par d'autres voies, peut-être plus démocratiques,
pour questionner l'agentivité, c'est-à-dire la puissance d'action. Un tel dispositif se fonde sur une lecture active des textes littéraires dans une approche qu'on peut qualifier de création critique, je vous parlais tout à l'heure. Ce dispositif suppose d'envisager les textes littéraires non seulement comme des objets esthétiques, mais aussi comme des objets dont la lecture fait émerger des questions sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques, qui interrogent nos modes d'existence, nos manières d'affronter des situations singulières et la façon dont tout ceci s'agence avec nos vies. Il privilégie une approche pragmatique et collective de la lecture. Et là aussi, pour moi, c'est vraiment intéressant d'utiliser le tarot en atelier de lecture parce qu'on va pouvoir confronter nos lectures d'un texte, nos interprétations d'un texte. La formulation de la question posée au tarot divinatoire, puis l'interprétation du tirage que les lectrices sont amenées à réaliser, les invite à mobiliser une lecture et une compréhension fine du texte et à saisir les dynamiques qui orientent leurs propres interprétations. La lecture des cartes du tarot exprime les affects et les valeurs que les lectrices projettent sur les personnages et les situations en relation avec leur propre histoire, avec les valeurs de la société dans laquelle ils ou elles vivent. Grâce aux éléments fournis par le texte lui-même, ou par ce qu'en disent la critique, et aussi ce qu'en dit cette même communauté de lectrices. Voilà pour moi les enjeux d'un travail collectif autour de la lecture de texte activé par le tarot. L'utilisation du tarot, du jeu de tarot divinatoire pour interroger l'expérience littéraire permet ainsi de placer les lectrices dans un questionnement actif où la relation entre le texte et son dehors, entre la fiction et le réel, se situe dans une zone intermédiaire qui permet leur articulation. Et là, je pense à André Breton, qui disait dans L'Amour fou, en 1937, « L'image est d'autant plus agissante que les réalités qu'elle présente sont plus éloignées. » Et là, c'est assez intéressant si on pense que l'image est le tarot. Et on sait que pour Breton, le tarot a été très important dans son activité d'écriture. Les cartes du tarot ont la fonction de déplacer le point de vue du consultant en introduisant ce que j'appelle le tiers signifiant, dont elles se font le médium dans tous les sens du terme, puisqu'elles sont à la fois donc médium, canaux de communication iconique et aussi canaux d'un message qui les transcende. Elles ont donc une fonction de débrayage qui permet de sortir du cadre logique qui régit habituellement le processus de la lecture de textes littéraires en close reading. En effet, elles sont un support d'interprétation qui permet à la lectrice de réinterroger le texte en le reliant au signifiant extérieur qu'elle représente. En mettant le lectrice à distance du texte, les cartes du tarot assument donc ainsi aussi une fonction de désacralisation du texte et de désenvoûtement de sa réceptrice. Celui-ci sort en effet de l'analyse purement textuelle grâce aux images allégoriques du tarot pour s'autoriser à créer une interprétation qui va reposer sur une pensée analogique, une logique des correspondances qui invite une recherche de signes qui feraient sens. Et là, je vous donne un exemple. On sort la carte de l'ermite quand on interroge Cyrano de Bergerac et on va essayer de trouver quelle place cette carte peut avoir dans le récit, par un jeu de correspondance. On peut se poser la même chose, la même question avec la carte de l'étoile, par exemple, à se demander comment la carte de l'étoile entre en résonance avec le personnage d'Antigone. Je vous laisse y penser si vous connaissez un peu les cartes du tarot. Mais sinon, on va voir ça tout à l'heure. Le tarot invite à des inventions logiques depuis des propositions qui n'ont rien de logique ou de fondé en dehors des règles du jeu de divination.
Ça crée une sortie des cadres logiques habituels, une mise en évidence, si ce n'est une dissipation de nos crampes mentales, comme l'aurait dit Wittgenstein. L'interprétation cartomantique des textes littéraires provoque une mise en interférence de jeux de langage différents, celui de la lecture littéraire et celui de la lecture cartomantique, qui met au jour l'arbitraire de nos interprétations et libère ainsi la voie à des formes de création critique de la part des lectrices, à une réappropriation émancipatrice du texte. Donc cette proposition s'inscrit dans une perspective plus large qui conçoit le jeu comme l'une des formes de création critique qui permettrait l'activation des textes littéraires. Elle se base aussi sur l'idée que j'ai développée ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure, selon laquelle les fictions artistiques ont pour fond commun ce que j'appelle nos fictions ordinaires. C'est-à-dire ces fictions qu'on produit à longueur de journée pour y projeter nos avenirs, pour mettre de l'ordre dans le chaos de nos existences et pour mieux nous y orienter. En fait, ces fictions qui sous-tendent aussi toutes les questions qu'on pose au texte littéraire. Dans un atelier de lecture, la consultation du tarot peut se pratiquer seul, à deux, à plusieurs, et on peut aussi procéder par petits groupes, chacun interrogeant le même texte avec la même question et le même type de tirage. Et dans ce cas, les interprétations de chaque groupe sont ensuite confrontées dans une discussion d'ensemble qui fait généralement émerger des biais, conduisant les personnes à s'interroger sur ce qui anime leur propre comportement interprétatif. L'interprétation du tarot favorise la discussion autour des textes et fait de l'acte de lecture un acte social et socialisant. C'est là qu'on dépasse largement, à mon avis, la question du développement personnel. Et elle permet notamment, et ça je trouve ça vraiment intéressant, de déléguer aux cartes les interprétations sensibles de certains textes. Parce que parfois il peut arriver que dans les groupes, dans un groupe il y a une interculturalité et certaines questions posées au texte qui sont sensibles, c'est plus facile d'en déléguer l'interprétation aux cartes du tarot que de confronter directement dans un débat des lecteurs sur leur interprétation du texte. Je pense par exemple à un exercice que j'ai fait l'année dernière où j'ai interrogé le conte de la petite sirène, le conte sur lequel on va travailler je vous proposais de travailler tout à l'heure d'ailleurs. Mais là cette fois-ci j'ai posé, on était deux en fait, j'ai fait ça avec une doctorante, donc c'était intéressant aussi parce qu'elle était beaucoup plus jeune que moi et il y avait un écart, je dirais, générationnel d'interprétation du texte entre nous. Et la question qu'on a posée au tarot, on a décidé ensemble de poser au tarot, c'était la petite sirène est-elle un personnage queer? Et ça a suscité des réactions et un débat vraiment passionnant. Mais le fait que sur cette question-là, on interprète les cartes, et uniquement les cartes, et on projette, évidemment, on projette sur les cartes nos valeurs, mais ce sont les cartes qui parlent. Ça je crois que c'est pas mal et ça peut dénouer des tensions. Parce que voilà, c'est l'énonciation en première personne qui est déléguée aux cartes, qui assume un rôle impersonnel. Alors on dit toujours, je ne sais pas si vous avez déjà vous avez déjà fait consulter le tarot pour vous, mais en général la personne a dit oui, alors ça dit que on me dit que parfois, il y a tout ça, cette rhétorique autour de l'interprétation des cartes qui est intéressante. Donc l'interprétation des textes littéraires par le tarot rapproche la lecture de la vie en faisant du texte littéraire un terrain de prédiction au même titre que le consultant fait de sa vie un terrain de prédiction pour le tarot divinatoire. Et la question posée au tarot se déploie dans un espace de jeu potentiel. Et ça m'a intéressé aussi de trouver la relation, de découvrir la relation avec cet espace de jeu potentiel dont parle Winnicott dans Jeu et réalité.
Donc ça se déploie dans un espace de jeu potentiel qui favorise les transactions entre le dehors et le dedans du texte, de la même façon que la cure psychanalytique favorise les transactions entre les représentations du dehors et celles du dedans de la psyché. Souvent, quand on parle de cure psychanalytique, on parle d'un théâtre des représentations. Comme modèle d'interprétation des textes par le jeu, ce dispositif propose d'autres manières d'analyser les textes qui n'excluent pas, bien entendu, l'utilisation des outils d'analyse poétique et narratologique, ainsi que la mobilisation de notions issues des sciences humaines et sociales. Au contraire, il permet d'en valoriser l'usage tout en montrant aussi, parfois, le caractère arbitraire. En effet, une connaissance érudite du texte peut éloigner, parfois, la lectrice d'une interprétation plus libre et plus articulée à ces interrogations du moment. C'est aussi l'intérêt, à mon avis, de pratiquer ces ateliers de lecture avec le tarot auprès d'un public non universitaire ou avec des étudiants qui débutent leurs études. Voilà, donc maintenant, si vous voulez bien, je vais vous proposer un exercice avec le tarot. Donc un exercice à la fois créatif et réflexif qui montre à travers le tarot et le conte de la petite sirène. Donc j'ai choisi un conte en me disant que ce conte-là, peut-être tout le monde le connaît, mais on va quand même le rappeler, enfin rappeler l'histoire. Donc pour montrer comment les fictions agissent sur le réel, c'est-à-dire leur dimension performative. Et là, il s'agirait de démontrer ici comment la petite sirène agit sur nos représentations, nos décisions et nos émotions. Autrement dit, comment elle fait quelque chose dans le réel. Alors, bien entendu, comme chaque fois que je pratique ce genre d'exercice, le tarot, c'est le hasard et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que ça va dépendre aussi du public et des cartes qu'on va tirer. Donc là, l'idée, c'est de se placer dans la perspective d'Ariel, la petite sirène. Et donc, je résume brièvement l'histoire, sauf si tout le monde l'a bien présente à l'esprit. Est-ce que non, on la rappelle? Ouais, c'est mieux. Donc, très vite, mais après, je reviens. Et puis, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, un détail, c'est bien. Donc, c'est une jeune sirène qui va renoncer à sa voix pour devenir humaine, donc obtenir des jambes et être aimée par le prince qu'elle a aperçu lors du naufrage de son navire. Donc elle tombe amoureuse de lui, elle veut le rejoindre, pour ça il lui faut des jambes. Elle va voir la sorcière des mers et la sorcière lui dit « Ok, je te donne des jambes, mais toi tu me donnes ta voix. » Et donc elle fait un sacrifice, c'est-à-dire elle se voue au silence. Et ça la condamne à la douleur et au silence parce que non seulement elle donne sa voix, mais on lui dit chaque fois que tu feras un pas avec tes jambes humaines, tu souffriras le martyre. Et donc elle obtient ses jambes, elle se retrouve comme ça sur la plage. Ce prince, par hasard, la trouve sur la plage et il est touché. Il l'amène dans son château et il prend soin d'elle, mais il est destiné à se marier avec une autre princesse et elle ne peut pas lui dire son amour. Il se marie avec l'autre et elle finit par... Alors après, il y a deux versions, la version Disney et puis la version Andersen. La version Andersen, elle finit par se suicider et la version Disney, elle retourne vivre avec ses sœurs. Enfin, là j'ai un doute sur la fin de Disney, mais aidez-moi si vous l'avez vu. Et voilà, ça c'est l'histoire. Donc là... en fait, l'idée, c'est que le tirage
devient un moyen de rejouer ce conte à travers soi, en l'incarnant pour observer comment une fiction agit ici et maintenant. En interprétant le tirage à travers un récit, en fait, on ne fait pas que lire des symboles, on produit aussi une transformation symbolique réelle de notre rapport au monde. Enfin, ça, c'est ce que j'aimerais qu'on teste. Donc, autrement dit, le conte devient un dispositif performatif et le tarot en est le médium. Donc l'objectif là, c'est de montrer comment la fiction agit dans le réel en s'appuyant sur le tarot comme dispositif narratif et sur le conte de la petite sirène comme matrice symbolique. Donc là, on va essayer d'explorer par la pratique du tirage du tarot comment la fiction ne se contente pas de représenter le monde, mais le produit, le modifie et affecte ceux qui la reçoivent. Le conte d'Andersen, relu à travers les arcanes du tarot, devient un laboratoire de transformation symbolique, c'est-à-dire un espace où le récit agit. Donc on a le conte comme matrice d'action. En fait. La petite sirène, c'est un récit de métamorphose et de sacrifice symbolique. Renoncer à sa voix pour devenir visible, désirée, humaine. Qu'est-ce que ça fait? Donc c'est aussi un archétype du passage, de la perte et de la transformation. Et on passe vraiment d'un monde à un autre. Le monde, là c'est représenté par le monde aquatique, où elle vit avec sa queue de sirène, au passage on passe de l'eau à l'air, à la terre, avec des jambes. Enfin voilà, il y a l'idée de la transformation et on perd quelque chose en se transformant. Bah, bon, je ne veux pas trop en dire parce qu'après l'interprétation, c'est aussi un peu... enfin, je donne quelques pistes comme ça de lecture, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en commun. Et donc le tarot comme dispositif fictionnel, là, chaque carte, on va en utiliser 3, est un fragment d'archétype qui peut être actualisé par l'interprétation. Et le tirage fonctionne comme un moteur fictionnel aléatoire. Il permet d'inventer une narration performative à partir de symboles. Et les symboles, là, ce sont les dessins qui se trouvent sur les arcanes. Alors, donc, ce tirage. Donc, je vous propose de tirer les 3 cartes des arcanes majeures. Alors, j'ai qu'un jeu. On va faire un tirage 3 cartes pour le collectif. Et... j'utilise donc uniquement les arcanes majeures. Parce que les arcanes majeures sont les cartes qui ont les représentations les plus suggestives en fait. Ce sont les représentations allégoriques du tarot. Donc Jung, les interprétations qu'on fait de Jung, parce qu'il n'a jamais vraiment écrit sur les cartes, mais en tout cas du côté du développement personnel, on a beaucoup utilisé les archétypes de Jung pour relire le tarot comme jeu de soutien au développement personnel. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut les considérer comme des archétypes. Chaque arcane va représenter les institutions ou des valeurs morales, des vertus ou des étapes initiatiques. Moi, je me suis beaucoup inspirée pour apprendre à la lecture des cartes du travail de Marianne Costa et Jodorowsky dans un ouvrage qu'ils ont publié ensemble qui s'appelle La Voix du Tarot, qui est vraiment la référence pour la lecture du tarot. Ils expliquent comment les 22 arcanes majeures représentent un parcours initiatique depuis le mat jusqu'au monde. C'est vraiment ça peut représenter un cycle de vie ou je dirais une expérience à la John Dewey John Dewey qui considère que l'expérience c'est aussi une enquête, c'est-à-dire
l'idée que on fait une expérience quand l'individu et son environnement se trouvent en crise et on essaie, on enquête pour essayer de retrouver un équilibre. C'est aussi quand même le principe du récit, hein. Le récit dans sa structure ternaire. Un équilibre est rompu, les péripéties, on cherche à retrouver un nouvel équilibre, hein, et à la fin, le dénouement, ben, c'est un équilibre retrouvé, c'est jamais le même. Ça aussi, c'est aussi d'ailleurs un support, hein, pour le développement personnel. C'est pour ça qu'on est toujours très proche, en fait, dans les questions. Alors, je suis un peu dans ces interrogations-là aussi parce que il y a un colloque sur littérature et développement personnel auquel j'ai participé au mois de décembre et j'ai déjà commencé à réfléchir à ces questions. Donc, c'est peut-être pour ça que je reviens un peu sur cette idée de développement personnel. Mais c'est vrai qu'actuellement, enfin, on connaît le succès du tarot. Quand j'ai publié cet ouvrage en 2023, depuis, il y a eu, j'ai l'impression, une sorte de boom, mais ça commençait déjà à l'époque à devenir quelque chose d'assez présent, le tarot, mais je ne sais pas si c'est le fait que j'y travaille et j'y m'y sois intéressée, mais je connais de plus en plus de personnes qui s'initient au tarot et qui le font en amateurisme. Donc, l'exercice. On va tirer 3 arcanes majeures. Et ce que je vous propose, c'est que la première carte représente la voix, la deuxième représente le corps et la troisième représente le silence, dans le cadre du récit de la petite sirène, du conte. Et à chaque carte, on va associer une question. Donc pour la voix, on peut se demander, comme question d'exploration, qu'est-ce que je donne, abandonne ou tais pour être reconnu? Donc le jeu, c'est de vous mettre dans la position d'Ariel, comme si vous étiez la petite sirène pour répondre à ces questions. Mais là, il y a une espèce de superposition qui s'effectue. Je vous propose de faire en faisant l'exercice. C'est-à-dire que en répondant à la question, il ne s'agit pas de vous projeter totalement dans le personnage, mais de répondre aussi en tant que vous-même. Donc vraiment comme si vous croisiez votre vie avec, enfin, votre expérience avec celle d'Ariel. Donc la voix, qu'est-ce que je donne, abandonne ou tais pour être reconnu? Le corps, quelle transformation ai-je entreprise pour appartenir à un monde qui n'était pas le mien? Et la troisième, le silence, que produit ce renoncement? Une perte, une révélation ou une puissance nouvelle? La première question, c'était quoi? Qu'est-ce que je, pour la voix, Oui, qu'est-ce que je donne, abandonne ou tais pour être reconnu? Est-ce que vous voulez que je vous les relise toutes, les questions? Ouais, comme ça vous... Parce que c'est vrai que pour l'exercice, c'est la consigne. Donc du coup, la deuxième, le corps. Quelle transformation ai-je entreprise pour appartenir à un monde qui n'était pas le mien? Et la troisième, sur le silence. Que produit ce renoncement? Une perte, une révélation ou une puissance nouvelle? Je suis allée encore trop vite. Ça va? Peut-être encore la première, pour être sûr. Ouais, je les relis les 3. Alors, qu'est-ce que je donne, abandonne ou tais pour être reconnu? Ça, c'est la première. Sur le reconnu, vous l'entendez comment un peu
Reconnue, c'est-à-dire qu'en fait, si on se projette dans le récit de la petite sirène, elle cherche à ce que son amour soit reconnu par le prince. D'accord. Le corps, quelle transformation ai-je entreprise pour appartenir à un monde qui n'était pas le mien? Donc là, elle se transforme en humaine en fait. Hein. Et la troisième, sur le silence, que produit ce renoncement à sa voix, à la voix? Mais ça peut être aussi une autre forme de renoncement. Hein. Mais là, quand même, il s'agit du silence. Hein. Donc, c'est-à-dire, on ne perd pas sa voix, ou on la perd symboliquement, en fait. Je renonce à dire quelque chose. Là, il faut essayer d'imaginer la dimension métaphorique de la perte de la voix. Donc, que produit ce renoncement? Une perte réelle, une révélation. Là, je sais pas, par exemple, je dis rien et j'attends qu'on me regarde. Et là, tout d'un coup, une fois qu'on a porté l'attention sur moi, il y a une révélation, l'amour, je sais pas. Et est-ce que ça peut devenir une puissance nouvelle? Bon, après, ce sont évidemment des suggestions de questionnement, mais si à partir de ces questions, vous en avez d'autres qui vous viennent, c'est intéressant et on pourra les partager. Donc là, vous voyez, les cartes vont devenir des étapes d'un récit intime où se rejoue le motif du sacrifice, de la transformation et du silence. Alors, je vais les mélanger un peu et puis je vais demander à l'une d'entre vous de bien vouloir les tirer. La tempérance. Qui parmi vous a déjà connaît un petit peu le tarot? Personne? Ou au moins connaît les cartes, les a déjà observées. Ok. Alors, voilà aussi pourquoi j'utilise les arcanes majeures et je me permets aussi de proposer des jeux avec ça, c'est que je considère qu'il n'est pas nécessaire de connaître la signification des cartes du tarot pour se prêter à ce jeu, parce que j'ai confiance en la force suggestive des images. C'est-à-dire que en fait, c'est à vous de vous emparer de ce que vous voyez dans l'image et d'établir des connexions et des correspondances. Peu importe la signification exacte des cartes. Maintenant, si vous avez envie d'aller chercher sur vous, parce que je pense que vous êtes tous munis de téléphone ou d'ordinateur, si vous avez envie d'aller chercher la signification des cartes sur des sites de tarot, je vous donne le nom d'un site que j'utilise de temps en temps en atelier. Ça s'appelle lechariot.com. Et là, vous allez trouver la signification d'une page pour chacun des arcanes majeurs. Voilà, mais c'est pas nécessaire. Sinon, si vous tapez comme ça le nom de la carte, vous allez trouver directement des sites. Je crois que la vie intuitive aussi. Voilà, peu importe. Voilà. Ok. Alors, qui veut bien couper et tirer 3 cartes? Vous qui êtes la plus proche, vous vous lancez pour le groupe. Alors, de la main gauche, vous coupez. Oula, j'ai coupé un peu. Oh, ça n'a pas d'importance. Et alors. Voilà. Et je vous laisse tirer 3 cartes et me les donner l'une après l'autre. Le jugement pour la voix. La tempérance pour le corps. Et la justice pour le silence. Alors je vous les montre. Elles sont un peu difficiles à voir de loin, mais je vais passer et je vais vous les montrer un peu de près. Mais peut-être que si vous utilisez vos téléphones pour les chercher, que ça vous permettra de les observer. Je les mets dans l'ordre.
je vous laisse les faire passer. Oui. Il s'agit de répondre à la question à partir de ce que nous dit la carte, c'est-à-dire de mettre en relation la signification de l'image et de la carte, mais vraiment de façon très libre. Hein. Là, il faut vraiment laisser libre cours à son imagination. Il y a vraiment un triangle qui se fait, c'est-à-dire le récit, la carte et la question. Mais en même temps, dans ce triangle, il y a vous qui vous placez à chaque endroit, en fait, aussi, dans votre interprétation de chaque chose. Donc là, l'idée, c'est de répondre à la question comme si vous étiez vous-même la petite sirène. Donc, vous faites entrer en ligne de compte des éléments de votre expérience personnelle. Qu'est-ce que j'ai vécu, moi, ou comment je me projette dans une situation telle que celle-ci pour répondre à ces questions. L'idée, c'est de voir comment on articule le conte à des propres éléments de sa vie, enfin de sa propre vie, ou même d'histoires qu'on connaît, d'autres histoires, qu'il s'agit d'histoires réelles ou d'histoires imaginaires. Si on se déplace, si on passe par la carte, l'image, qu'est-ce que ça représente le jugement, et qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça signifie, et du coup, qu'est-ce que je donne, j'abandonne ou je déborde. Je vais peut-être vous mettre un peu sur la piste pour vous dire un peu comment moi je procède là, dans ce cas. Là, je me dis, tiens, le jugement, ça peut être considéré aussi comme un appel. Je suis appelée, c'est-à-dire, je suis appelée à répondre, par des actes, par une action. Et donc, qu'est-ce que je donne ou j'abandonne ou t'es pour être reconnu. Si je ne réponds pas à l'appel, je risque de rencontrer des difficultés. Donc là, il y a un récit qui doit se mettre en route. Mes actions vont être jugées. Mais dans La Petite Sirène, la demande de la petite sirène à la sorcière d'obtenir des jambes, déjà c'est une espèce d'avertissement. Elle lui dit, on peut le considérer comme ça, mais après je ne veux pas aller trop loin parce que je veux pas. Mais vous me direz si vous êtes d'accord. Mais elle lui dit, ouais, tu veux des jambes, mais tu vas perdre quelque chose en retour. Donc là, le jugement, c'est un peu. Est-ce que tu vas pas trop loin en essayant d'enfreindre des frontières qui sont infranchissables entre deux mondes qui ne peuvent pas être connectés, le monde de la mer et le monde des terriens, par exemple. Vous voyez comment on peut lire la question à travers la signification du jugement. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de démarrer sur la réponse à la première question ? Vous ? Oui, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'était assez facile parce que la carte du jugement, c'est la carte avec la trompette, donc ça collait bien avec l'idée de qu'est-ce qu'on perd, la voix, enfin la communication, la possibilité de parler, de se faire entendre. Mais ce que j'aime bien, c'est que la trompette, elle appartient à un ange. Donc du coup, c'est pas une voix qui serait une voix humaine, mais c'est peut-être une voix d'un autre ordre qu'on est obligé de faire taire et qui avait peut-être une valeur prophétique aussi. Voilà. Ouais, prophétique, c'est intéressant. Dans quel sens ? Mais dans le sens où c'est la
là c'est la trompette de Gabriel, mais peut-être que ce que la sirène avait à dire était quelque chose de... Enfin, après je sais très bien pourquoi je fais ce parallèle, mais enfin, peut-être que cette voix-là avait quelque chose de prophétique ou alors de poétique ou quelque chose comme ça, qui était dans notre ordre et qu'on fait taire pour la faire rentrer autre part. Vous avez dit, je ne sais pas très bien pourquoi je dis ça, ou vous savez très bien pourquoi. Est-ce que vous pouvez juste le partager un tout petit peu? Parce que c'est là que ça devient intéressant, en fait, l'articulation avec vous en tant que lectrice. J'ai participé à un séminaire sur la littérature de l'océan Indien la semaine dernière. On travaillait sur la figure de la sirène comme poétesse. Donc du coup, c'était assez drôle que tout se mélange là. Ah, mais voilà, ça c'est génial, merci. Voilà. Ouais, super. Il y a... Enfin, vous voyez comment, en fait, c'est là que je trouve... on articule des éléments de notre vie, aussi des événements, quoi. C'est ça, ça fait partie de notre vie. Donc c'est ces sortes de, Jung dirait, synchronicité, ces coïncidences en tout cas, qui sont voilà, intéressantes. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre sur la première question? Ou peut-être que vous, ce qui serait pas mal aussi, c'est que vous, puisque vous avez répondu à la première, comment vous interprétez chacune des cartes, comme ça fait une unité. Et puis après quelqu'un d'autre, si vous voulez. Moi, je viens sur la première. Pour qu'elle poursuive après, si vous voulez bien Pardon, excusez-moi. Donc après, sur la deuxième carte, le corps et la tempérance, mais là, même le mot de tempérance est assez évocateur. Ce qu'on lui demande, c'est de se calmer et peut-être de perdre de sa puissance de dérangement aussi. Et ça va aussi avec le corps, d'un changement de corps, de le tempérer, et de le tempérer aussi à un climat qui serait un climat terrestre et plus un climat aquatique. Et la troisième carte, le silence et la justice, là c'est un peu plus dur, mais j'aurais tendance aussi à dire que c'est assez négatif cette histoire de justice, qu'on rétablit une forme d'équilibre, mais qui est un équilibre binaire. Et ce qu'on voit aussi sur la carte, c'est que la personne qui siège est sur la Terre, comme si on avait attiré tout ça à un ordre cartésien terrestre. Et on a perdu finalement cette figure de l'ange qui était au-dessus et qui a été évacuée. Voilà. Mais quand vous dites quelque chose de binaire, vous pensez à quoi là? Je penserais à une partialité entre le vrai, le faux, le bien, le mal, alors que peut-être que ce que cette sirène avait à dire était dans notre ordre, comme une voix, je sais pas, mythologique ou quelque chose qui serait pas dans ces catégories-là. Voilà, Merci de l'avoir partagé, d'avoir été la première à le faire. Vous voulez dire oui, par rapport à la voix, donc au jugement. En fait, c'est une carte qui représente un peu les conséquences de nos actes aussi. Et du coup, la conséquence dont elle se rend compte peut-être trop tard, c'est que elle a renoncé à être elle, c'est-à-dire elle a perdu sa voix pour être acceptée, mais pour être acceptée dans un autre monde. Mais du coup, est-ce que c'est pas complètement contradictoire avec l'amour justement? Pourquoi? On peut pas. Comment expliquer ça? L'amour, c'est justement accepter la voix de l'autre aussi. Donc oui, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque en tout cas. Il y a quelque chose de pas d'incohérent, mais de paradoxal dans le fait de renoncer à être soi pour être aimé. Oui, voilà. Oui, parce que du coup, on est qui? Et on plaît en tant que quoi? C'est très intéressant. Et donc, pour les autres cartes. Après, la transformation, c'est ce qui m'a donné le plus de mal, parce que, en l'occurrence, le langage et l'apparence aussi, puisqu'elle change les deux, et là, ça va aussi un peu un écho pour moi. Et le troisième, le silence, c'est à la fois une perte évidente et une révélation, mais quand il est trop tard, qu'en fait c'était un marché de dupes. D'où la justice.
est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ces deux propositions en proposant sa propre interprétation? Émilie? Ça file un peu. Moi j'ai écrit, Mhm. donc je vais juste lire. Carte 1, le jugement. J'abandonne ma voix et ma perspective particulière sur le monde pour apparaître identique à la norme, dans l'espoir de trouver une forme d'harmonie et de bonheur. Carte 2, la tempérance. J'apprends à me taire et à laisser parler un homme cis blanc royaliste sans jamais pouvoir exprimer mon point de vue. Je m'efface pour lui plaire et ne lui laisser à contempler que son propre reflet. Carte 3, la justice. Résultat, moins j'existe, plus il existe. Plus il existe, moins j'existe à ses yeux. Et moins j'existe pour moi-même. Moins j'existe pour moi-même et moins j'ai d'action potentielle sur le monde. Mm. Ça reprend un peu. Mm. Merci, oui, avec une perspective féministe qui ne me surprend pas trop de ta part. Mais ouais, en plus, la petite sirène, c'est aussi un conte qui a été repris dans les discours féministes et queer. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé. Enfin, j'ai parlé de la question de est-elle un personnage queer, puis j'ai pas développé, mais je sais pas si certains d'entre vous ont compris pourquoi j'avais posé cette question. En fait, on avait posé cette question au tarot sur la petite sirène, parce que vous connaissez l'histoire du conte. Bah, celle qu'on suppose, en fait. Andersen serait tombé amoureux d'un homme marié, je crois qu'il était marié, et c'était pas un amour réciproque. Et la petite sirène serait la métaphore en fait de cette histoire. D'où la question, la petite sirène est-elle un personnage queer? Bah, c'est intéressant aussi parce que c'est un personnage assez... c'est une créature quoi, qui est mi poisson, mi femme. Donc pour la représentation aussi queer, c'est assez évocateur quoi. Et voilà, je ferme la parenthèse. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir? Alors, donc sur la carte du jugement, oui, pour moi ça mettait en valeur une opposition entre. En fait, je l'ai regardé d'abord sur mon téléphone, et du coup la trompette était beaucoup plus en majesté et beaucoup plus belle que sur cette carte-là. Voilà. Donc il y avait vraiment une opposition entre le haut et le bas, et vraiment un monde faible, pas très beau, et un autre qui était vraiment en majesté. Du coup pour moi c'était, j'ai tu que j'étais une petite sirène, j'ai voulu montrer une image de moi-même plus belle et plus conforme à ce que les autres voulaient, désiraient, mais aussi m'ont imposé comme représentation de ce qui était désirable. Et je l'ai relié à mon utilisation récente d'Instagram, voilà, qui pour moi était liée à cette idée de la présentation de soi et de l'apparence en fait. Oui, de l'apparence en fait, de présenter une image de soi désirable en fait, et d'adhérer un peu à ces représentations. Ensuite pour la tempérance, j'ai renoncé à les gens que j'aimais, à l'idée de se déplacer en fait d'un milieu à un autre, et de qui on perd quand on quitte un endroit pour en découvrir un autre en fait. C'est un peu l'idée aussi du déplacement social. Et pourquoi vous l'avez associé à l'idée du déplacement, la tempérance? En fait, je me suis pas énorme. C'était quoi la carte? La tempérance. Oui, allez-y. Il y a l'idée de circulation en fait des fluides, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et du coup sur le silence, c'était quoi déjà la carte? C'était la justice. Ah oui. Alors j'ai eu un peu de mal parce que pour moi évidemment c'est plutôt l'idée la question que je me posais moi c'était est-ce que le monde humain est préférable au monde non humain? Est-ce que je serais plus heureux sous l'eau? Et du coup j'ai un peu pris la carte comme une sorte de miroir ironique un peu en fait, comme une sorte de miroir aux alouettes d'un monde humain désirable qui en fait ne le serait pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce que je... Et le lien avec la justice du coup? Alors pour le coup je me suis vraiment servi de l'image, je ne me suis pas vraiment servi
Mais vous êtes servi de l'image. Oui, de l'image. Et du coup, pourquoi... Alors, l'image, c'est une sorte de roi, non enfin, voilà, c'est une figure voilà, qui est sur son trône. Et du coup, pour moi, c'était voilà, une sorte de figure enfin, très, très humaine d'une représentation, des humains qui se représentent eux-mêmes comme supérieurs et désirables, en fait. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est... Voilà, que peut-être cette représentation, elle est pas... Enfin, voilà, elle est comme une sorte de... Enfin, elle est peut-être pas désirable, en fait, en tant que telle. C'est peut-être... Et qui serait dans le juste aussi, alors. Aussi. C'est-à-dire, enfin, puisque si on veut le rapporter à la justice, c'est-à-dire des personnes qui seraient désirables, dans le juste et en représentation, qui seraient du bon côté du miroir, en fait. Ouais, c'est ça. Qui peut-être se racontent eux-mêmes comme du bon côté. Qui se mettent en récit eux-mêmes comme le côté de la justice, en fait. Ouais. Peut-être une dernière intervention, si quelqu'un a envie de partager. Oui. Alors, je sais pas, sur la méthode que vous avez utilisée, moi je sais que je me suis beaucoup, enfin, je trouve l'intérêt de tarot de Marseille, c'est vraiment de se poser des questions sur les questions qui nous taraudent personnellement et actuellement, on va dire. Donc c'est vraiment par ce prisme-là que je l'ai abordé. Moi je trouvais que peut-être que dans l'histoire de la petite sirène, en faisant ce choix, on va dire, de perdre ses jambes, elle faisait justement preuve de son propre jugement, d'un jugement individuel, que cette transformation qui la faisait passer d'un monde à un autre, c'était aussi une forme de perte de tempérance. Moi j'ai vu ça comme une sorte de perte de tempérance, justement, de quelque chose qu'elle n'avait pas à faire a priori. Et que ce renoncement, que produit cette transformation, on va dire, ce serait une forme de justice, un peu, pour rejoindre ce qu'a dit madame, pas forcément une sorte de forme de justice qui soit un peu préétablie, on va dire, mais en tout cas une sorte de justice individuelle dans le sens où c'est juste parce que c'est ce qu'elle avait envie de faire elle-même, pas forcément parce qu'elle rejoignait une sorte de conception préétablie de la justice. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que, enfin, il y a vraiment du coup des interprétations aussi de la petite sirène qui entrent presque en conflit là, des uns aux autres. Mais c'est aussi ça l'intérêt de ces contes. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du jeu dans l'interprétation JEU, je veux dire, qui permet de saisir le conte par un bout, par un autre. Il n'y a pas une interprétation qui est la bonne. Ben moi, je ne sais pas si je peux vous partager mon interprétation aussi. C'est peut-être le jugement, c'est voilà, le jugement dernier. Donc, on a été appelé. Et là, si je me réfère au récit, l'appel, c'est le moment du naufrage, où elle est appelée à sortir de son monde, en fait. Parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me vient maintenant à l'esprit, mais dans le récit, c'est un peu la seule, elle est un peu différente de ses autres sœurs. C'est toujours celle qui va le plus près, qui a envie d'aller voir. Il y a sa curiosité aussi de cet autre monde. En fait, elle est très très attirée. Et donc, elle est appelée par cet autre monde. Mais ça conduit à une forme de renaissance aussi. Là, quand on regarde la carte, là, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui sort, qui sort nu, en fait, comme quelqu'un qui naît ou qui renaît. Et là, elle renaît, puisque d'une certaine manière, elle passe d'un état à un autre. Et la renaissance, elle est là, la transformation, en fait, aussi, dans ce passage. Et en ce qui concerne le corps, si on se dit quelle transformation ai-je entreprise pour appartenir à un monde qui n'était pas le mien, elle se place
en fait, en quelque sorte, elle se désincarne, on pourrait dire, puisqu'elle devient ange, d'une certaine manière. En tout cas, l'ange, il pourrait représenter le fait qu'elle oublie sa condition, sa nature, c'est-à-dire elle est femme poisson. Pour suivre un idéal, l'amour, ce désir qu'elle a de cet homme, elle va sacrifier sa propre condition, et au point que elle en perd la voix et elle en souffre physiquement. Et donc c'est l'inverse. La tempérance, souvent ça représente aussi la guérison, mais là ce serait plutôt l'inverse de la guérison. Quoique, si on l'aborde dans le sens, la dernière interprétation, ça pourrait être aussi finalement, alors là d'un point de vue spirituel, voilà, j'ai ce désir de transformation, donc ça va me coûter, je vais y laisser des plumes, mais au final je deviendrai autre. Et c'est tout ce que ça coûte de sortir d'un monde. Enfin, là, on peut penser, je sais pas, à cette idée, par exemple, de transfuge de classe, hein, quand on passe d'un monde à un autre, ou Andersen, qui était amoureux d'un homme qui avait une vision hétéro de l'amour. Du coup, on rencontre, ça frotte, quoi. Et la justice, là, ce serait plutôt cette idée que pour atteindre, j'ai perdu, j'aurais dû le noter, du coup j'ai un peu perdu l'idée que j'avais, j'essaie de la retrouver, mais il y a quelque chose de voilà, c'est ça. En fait, dans la balance, là, il y a un véritable déséquilibre, et il y a un trucage, et là je rejoins moi l'interprétation d'Émilie, c'est-à-dire que en fait, la perte est trop lourde pour obtenir ce passage à un autre monde. Le déséquilibre est trop grand, et s'imaginer peut-être que en taisant, et en étant là simplement, et en attendant d'être vu, on sera vu. C'est surtout quand on, là il y a un écart au niveau de communicationnel, c'est-à-dire ceux qui ne communiquent pas, en fait, et c'est là la voix qui disparaît. C'est l'impossibilité de la communication réelle entre ces deux mondes, le monde de la mer et le monde des terriens. Mais si on repense à Andersen, un monde queer et un monde hétéro, quoi, il y a quelque chose et il y a une forme d'injustice dans le déséquilibre entre ces deux mondes, en fait. Un qui est entendu et l'autre qui reste silencieux ou silencieux. Voilà. Il y a aussi quelque chose de paradoxal dans le fait pour être une femme, renoncer à sa voix, puisque la voix des femmes, là je rejoins un petit peu les interprétations féministes, si on part du gaslighting, etc., la voix des femmes, c'est la voix qu'on veut faire taire. Donc là aussi c'est paradoxal de vouloir être une femme et de perdre sa voix. Donc voilà. D'ailleurs, ça c'est intéressant, mais je trouve que qui est-ce qui la prend, la voix? C'est la sorcière, oui. C'est la femme âgée. Ouais. Et ça aussi c'est intéressant. Enfin, ce serait intéressant de creuser là ce filon, parce qu'elle lui prend sa puissance de séduction, en fait. C'est la femme, donc entre guillemets, la femme qui est censée avoir perdu la libido, la vieille femme, quoi, qui a perdu son sex appeal, je sais pas comment. Ça, bon, on pourrait imaginer dans les représentations qu'on peut avoir de la vieille femme, en tout cas, c'est pas forcément celle que j'ai personnellement, même pas du tout, mais elle prend à la sirène sa magie, en fait, ce qui fait qu'elle est envoûtante. Enfin voilà, on pense à Ulysse, comment les sirènes peuvent séduire les hommes, quoi.
Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on t'a enlevé ta puissance de séduction, qui est la voix, finalement? Est-ce que quelqu'un a encore envie de réagir ou de commenter, ou je sais pas, de commenter l'ensemble de ce qu'on s'est dit pendant la séance? Oui. Pour la dernière fois, vous parliez d'une justice à l'envers. Je ne sais pas si c'est ça que vous entendiez à ce moment-là, mais pour nous, parce qu'on en a discuté un peu à trois, il y avait cette idée d'injustice d'avoir fait tout ça pour ça. Et vous demandiez ce que produit ce renoncement, est-ce que c'était une puissance nouvelle, une révélation. Et là, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, que c'est une grande déception. Et le silence, moi, m'a tout de suite évoqué la honte. Et je ne sais pas exactement comment c'est dans l'histoire de la psychiatrie, parce que je ne la connais pas du tout. Mais on peut se dire que c'est aussi peut-être une honte à ce moment-là d'avoir fait un tel renoncement pour au final ne même pas être remarqué et se retrouver comme ça à observer le mariage de quelqu'un d'autre, se retrouver à vouloir mourir dans la version d'Anderson. Et dans ce cas-là, c'était plutôt l'injustice du monde qui lui rend pas du tout la reconnaissance de son sacrifice. Et quand même une femme qui a renoncé à sa voix, qui finalement se met dans la peau de quelqu'un d'autre qu'elle n'est pas, et ça lui sert à rien, et elle en souffre plus qu'autre chose. Donc il y avait l'association à la fois d'injustice, de silence et de honte plutôt que de révélation. Et c'est trompé en fait, d'avoir fait un mauvais sacrifice. Et est-ce qu'elle se trompe? Parce qu'elle avait une vraiment très heureuse au final si elle avait renoncé à son amour ou sa volonté d'aller sur Terre. Donc ça lui aurait peut-être servi à quelque chose, enfin servi c'est un peu bizarre comme mot, mais elle aurait peut-être... Là il y a de la honte parce qu'elle fait ce sacrifice et qu'au final elle reçoit pas l'amour pour lequel elle a fait ce sacrifice. Alors que si elle avait reçu cet amour, ça l'aurait peut-être quand même fait souffrir d'avoir renoncé à un tel... à sa nature, mais elle aurait obtenu quelque chose. Et là ce qui est injuste, c'est que c'est un malheur non... comment dire elle a rien fait, enfin, elle a un peu tout fait bien, elle se sacrifie, elle donne d'elle-même et on lui donne rien. Et du coup, pour moi, c'était ça la justice à l'envers, c'était la profonde injustice de l'action non reconnue. Je trouve qu'il y a aussi l'arbitrarité du châtiment. C'est-à-dire qu'il tombe un peu de nulle part, tu dois perdre ta voix, tu dois te changer. Et ça, moi, je rejoins le sentiment, je connaissais pas l'histoire, du coup, moi j'ai trouvé, quand il y a eu la justice, mais c'est profondément injuste, quoi. Et du coup, je trouve aussi difficile de le sortir d'une analyse politique et féministe. Quand on le voit de premier abord, c'est vrai que c'est difficile de ne pas faire le rapprochement direct. Ou avec, on a littéralement une femme qui fait tout ce qu'il faut pour un homme. Qui fait tout ce qu'il faut dans les règles qui sont purement arbitraires, du coup. Et à la fin, rien. Et du coup, l'idée de fait ça par amour, on voit bien que l'amour hétéro amène à... Mais c'est marrant parce que, et si on n'en faisait pas une lecture féministe, est-ce que c'est possible de ne pas en faire? Parce que là, aujourd'hui, vous voyez, c'est là qu'on projette complètement notre culture, nos préoccupations. Aujourd'hui, on ne peut pas y échapper à ce discours-là, en tout cas ici, dans ce lieu. Mais quand le conte a été écrit, ce discours féministe, est-ce que vous pensez, est-ce que la perspective féministe des lectrices de l'époque était existante ou de la manière dont on les lit aujourd'hui? Oui. Je pense, parce que Andersen c'est dans le 19e, et il y a George Sand qui a écrit du coup Indiana, où dedans en fait c'est plus ou moins la même histoire. En fait, à un moment elle est sur l'île Bourbon avec son mari, et elle retourne à Paris pour aller voir son amant. Son amant est passé à autre chose et tout. Et en fait, du coup, c'est vraiment une critique de ça, à cette époque-là, en fait, qui existait déjà, en fait. Du coup, je pense qu'il n'y a pas... Non. Ouais, mais c'est quand même... c'est pas le...
c'est pas si partagé que ça. Enfin, George Sand, c'est pas n'importe qui. Enfin, c'est-à-dire les lecteuristes de l'époque, est-ce qu'ils avaient cette perspective-là sur le récit? Est-ce qu'on peut pas imaginer aussi, et peut-être c'était encore l'interprétation qui existait de la petite sirène il y a une 50aine d'années, c'est le don de soi, le sacrifice, l'amour de l'autre, sans condition, se mettre au service de quelqu'un et c'est valorisé. Et finalement, la petite sirène, c'est un amour pur qui va au-delà de l'amour terrestre. On pourrait le voir aussi comme ça. Après, ça peut être une lecture politique aussi, c'est-à-dire perdre sa voix pour gagner des voix. Enfin, ça aussi. C'est-à-dire perdre peut-être des principes premiers d'entrée dans la vie politique, dans un parcours dans ce champ, et comment finalement on tait des engagements, où on les transforme pour accéder à plus de pouvoir, ou mettre en avant un agenda personnel plutôt que social. Par rapport à ce que tu disais, je trouve que c'est intéressant parce que George Sand, elle a dû prendre, elle a pas renoncé à sa voix, mais pour pas renoncer à sa voix, elle a pris un nom d'homme pour être acceptée dans un milieu d'hommes, parce que l'invisibilisation des femmes écrivains, maintenant, c'est quelque chose de documenté. Donc, en fait, George Sand, on a un peu l'impression qu'elle a été, parce qu'elle a vraiment toujours été oubliée après le 19e, mais pendant le 19e, c'était une figure extrêmement importante et qui existait politiquement en fait. Elle a failli devenir députée. Elle a, du coup, je pense que invisibiliser le fait que la femme avait une voix, elle avait certes pas la même voix qu'elle aurait dû avoir et qu'elle a plus ou moins maintenant, mais oublier tout ça, c'est oublier aussi que George Sand elle est dans l'époque où le socialisme naît, où le socialisme utopique, et du coup ça rejoint la performativité de la chose, où elle se permet de le raconter, elle était certes plus ou moins toute seule à le raconter, mais ça existait et elle avait une importance considérable quand même, à cette époque-là qui a été oubliée après. Oui, mais avec un nom d'homme, néanmoins. Oui, c'est vrai que là, ça peut rejoindre la proposition d'Émilie, c'est-à-dire à quoi je renonce pour accéder au pouvoir. Je renonce à ma voix, je renonce à mon nom, je renonce à mon identité, ce qui fait mon identité féminine aux yeux de la société, c'est mon nom féminin, en tout cas, et pour accéder à un poste de pouvoir, parce que là aussi, ça pourrait être une interprétation de la petite sirène, mais quand même, elle cherche à séduire un prince. Donc là aussi, il y a, est-ce qu'il y a le désir de... Alors, après, je ne sais pas si c'est de cette manière que... si ce serait la lecture d'Andersen, mais après tout, peu importe, parce qu'il nous propose un récit et on en fait ce qu'on y voit, quoi. Mais accéder à un autre monde, c'est aussi accéder à une autre condition sociale, là, pour le coup. Elle n'est dans le monde depuis le monde des humains, elle n'est rien, puisqu'elle est sirène, elle est juste une créature féerique, imaginaire, de conte. Et pour être reconnue dans le monde des humains, elle cherche à accéder à un poste de pouvoir aussi, où elle est reconnue et elle a une forme de représentation sociale importante. Oui. Il y a quelque chose qui m'a tout de suite interpellée dans la première question, sur la voie qui rejoint un petit peu ce que disait Émilie par rapport à la politique. C'est qu'est-ce que je donne à Abandonne-T pour être reconnu, non pas connu. Qu'est-ce que je donne Abandonne-T pour être reconnu et non pas connu. Donc il y a d'emblée une question sur le jeu des apparences et une forme de perte d'identité par le biais la perte de la voix générait une perte d'identité, en fait, un renoncement à sa propre identité. Sur fond d'histoire d'amour, évidemment. Et ce qui rejoint aussi ce que disait monsieur par rapport au Instagram, je ne sais plus. L'image qu'on veut donner, en fait, et qui, d'une certaine manière, nous fait taire une partie
nous-mêmes, quoi. Et ça, je trouve que c'est très parlant au prix du jugement, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est très parlant, parce que vous dites, c'est très parlant aussi concernant la condition des femmes, et encore aujourd'hui, il y a du changement sur ça, mais que ne font pas les femmes pour être vues. Quel sacrifice, les jambes qui font souffrir, mais les talons aussi qui font souffrir. Mais en silence. Souffrir et en silence, ouais, sois belle et tais-toi. C'est Et j'ai bien aimé quand vous avez commencé à dialoguer entre vous, en fait, quand vous êtes répondu par interprétation interposée. J'avais envie de revenir sur cette idée de la honte. Enfin, moi, ça m'a surpris, en fait, que vous ayez fait intervenir cette notion de honte. J'avais envie d'en savoir plus. Parce que, c'est pas la honte qui me serait venue à l'esprit. Mais je suis curieuse et je suis intéressée aussi, parce que je trouve que ce concept, la notion de honte est vraiment intéressante et on l'oublie aujourd'hui. Je dirais que c'est le silence qui m'a fait penser à la honte, la honte en silence et se retrouver déchu après un sacrifice tel et se rendre compte que personne n'y porte attention, elle a fait tout ça avec une visée qui était fixée sur quelqu'un et ce quelqu'un ne la regarde pas. Et oui, pour moi, c'est honteux. Si j'avais été à sa place, j'aurais eu honte de l'avoir fait. Parce qu'il peut y avoir de la déception, de la désillusion, mais la honte, ça signifie que, d'une certaine manière, on est déçu de ce qu'on a fait, quoi. C'est-à-dire que de l'image qu'on a donnée de soi-même, là, pour le coup. En agissant ainsi, que vont penser les autres de moi? La honte, c'est aussi lié à ça. Oui, mais je sais pas comment ça se passe dans le récit, mais là, ce serait un peu même la honte face aux autres d'y avoir cru. Elle quitte son monde où, voilà, il y a des gens qu'elle connaît, il y a des gens desquels elle est proche. Elle quitte ce monde-là en disant non, mais moi, seule, je vais pouvoir sortir de ce monde-là, m'élever au rang des humains parce qu'il y a un conte qui m'attend. Et en fait, elle va retourner à son monde et elle va dire non, en fait, il ne m'attendait pas. Oui, c'est ça. Personne ne m'a reçu, personne ne m'a accueilli. Et ce serait la honte d'y avoir cru. D'avoir pu imaginer qu'on allait la regarder alors qu'en fait on la regarde pas et ensuite tout le monde va lui dire ah oui, donc t'as lâché ta voix, t'as lâché ton corps et t'as plus rien. Ouais, c'est ça, aux yeux de ceux qu'elle a quittés dans le premier monde, en fait. Oui, ou même aux yeux de ceux qu'elle tente de rejoindre et qui en fait voient qu'elle s'est transformée en femme pour faire ça et en fait ils s'en fichent pas mal qu'elle soit là. Enfin, c'est la honte face aux autres, mais c'est aussi la honte face à soi de se dire ah bah j'ai beaucoup souffert, et je me suis la honte de s'être trompée, s'est dit bon bah j'ai fait un sacrifice que j'aurais pas dû faire. Donc c'est de la honte, du regret, c'est beaucoup de choses, mais pour moi il y a vraiment de la honte. Et c'est ça qui fait se taire. Moi ça me fait penser à cette idée de transfuge de classe aussi, voilà, la honte chez Annie Ernaux par exemple. La honte des deux côtés, dans les deux mondes. En fait. Ouais, c'est ça, oui. Elle appartient plus à rien à la fin. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Elle est déclassée. Ouais. Est-ce que du coup c'est pas peut-être aussi un conte conservateur qui dit qu'il vaut mieux rester à sa place? Parce qu'il marque peut-être, pour proposer une autre lecture. Oui, je voyais un petit peu comme ça aussi. Avec la tempérance, finalement, un appel à la raison et à l'acceptation. Oui, surtout qu'elle est punie à la fin. Donc, c'est peut-être loin d'être un conte féministe, quoi. Pour reproposer une autre interprétation. Peut-être aussi ces contes un peu sur l'hubris, quoi. Elle veut dépasser sa condition, en fait. Et elle est ramenée à sa condition première. Et puis, par rapport au féminisme, on peut considérer qu'elle est trompée par la sorcière, qui, elle, sait très bien que, du coup, ça va pas marcher si elle ne peut plus parler. Et que c'est un marché de dupes.
Et donc là, par rapport à la sororité, bah, il n'y en a pas en fait. Là, il n'y en a pas du tout là. C'est peut-être juste une femme patriarcale. C'est pas une question d'identité féminine. Bah, ouais. Parce que dans le conte, je me souvenais pas quelle était la relation en fait entre le prince et la sirène avant le pacte avec la sorcière en fait. Parce que dans mon souvenir en fait, elle apercevait le prince à travers la surface de l'eau et c'était à peu près tout l'étendue de la relation. En fait. C'est ça, oui. D'accord. Ouais. Mais par contre, alors si je me souviens bien, la sorcière et sa marraine. Et, alors là, j'ai pas relu le conte, j'aurais dû avant de. Mais il me semble que la sirène est sa marraine et elle a le choix quand même, hein, la petite sirène. C'est-à-dire qu'elle lui dit voilà le deal, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. D'une certaine manière, on peut considérer ça comme un avertissement de la part de la marraine aussi. Mais elle lui laisse faire son choix. On peut le voir comme ça. Et parce que justement, j'ai entendu aussi une interprétation de la sorcière comme au contraire, à l'inverse de la femme patriarcale. Au contraire, quelqu'un qui serait une alliée, qui l'avertit en fait. Qui lui dit d'emblée que ça va lui coûter cher, quoi. Ouais. Mais qui la laisse faire son erreur quand même. Qui a une alliée, mais pas au point de lui dire. Comme les parents non contrôlants, qui laissent leurs enfants faire leurs erreurs. Justement, je trouve que le cheminement, on va dire, allez, spirituel, métaphysique presque, il est dans la réponse dans la troisième question. Une perte, une révélation, une puissance nouvelle, en fait, c'est les trois. Elle perd sa voix et une forme de révélation némésienne, on va dire, et qui va lui donner une puissance nouvelle, quoi. Mais pas au sens, puissance au sens sagesse. Bah, elle a quand même un courage incroyable, cette petite sirène. C'est dingue, moi je trouve. C'est magnifique. En fait, ce qu'elle est capable de faire, parce qu'elle est curieuse, parce qu'elle est amoureuse, et parce qu'elle a envie de transgresser les frontières. Ça lui coûte beaucoup, mais... Bon, elle finit par mourir, mais comme nous tous, en fait. J'ai encore, ça m'a encore échappé, j'avais envie de dire quelque chose au sujet de... Bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Moi, ça me faisait penser à... je sais pas jusqu'où la comparaison tient, ou la confrontation tient, et j'ai d'ailleurs plus suffisamment en tête tout le détail de l'histoire, mais ça me faisait penser à une sorte d'image renversée à Faust, où en gros Faust passe un pacte avec Méphistophélès, qui est le diable, mais qui donc sont donc deux figures masculines, et pour pouvoir profiter de la vie et de la jeune Marguerite. Et après c'est un peu plus flou le détail des péripéties, mais en gros, si je me souviens bien, ça marche jusqu'à un certain point, et certes Faust vend son âme au diable, mais le diable l'aide à obtenir ce qu'il veut, dont Marguerite. Marguerite est un objet et en souffre du début à la fin. Et à la fin, Faust est sauvé par Marguerite, par le sacrifice de Marguerite, quand même. Ouais. Parce qu'en fait, l'idée m'est venue au départ parce que, à propos de ce qu'on disait tout à l'heure, au fond, qu'est-ce qui se passerait si les rôles étaient renversés, si c'était un homme au lieu d'une femme, etc. Et voilà, je me suis juste dit que Faust renversait assez bien les rôles, mais finalement, pas l'issue, quoi. Ouais. Ouais. C'est intéressant ce rapprochement. L'histoire me faisait penser aussi un petit peu. J'ai pas entendu un metteur en scène qui mettait en scène Ruy Blas. Du coup, c'est le jeune serviteur qui est tombé éperdument amoureux de la princesse. Et le metteur en scène disait en fait que justement ça n'arrive que dans les contes et dans les pièces de théâtre.
cet amour un peu impossible. Et pour faire un autre rapprochement, ça me faisait un peu penser aussi à l'histoire de la petite sirène, à la lettre d'une inconnue de Zweig, qui justement est un peu comme ça, une femme qui aperçoit au travers de la foule un homme dont elle tombe complètement amoureuse. Et c'est un amour très très romantique, très sacrificiel aussi. Et ça s'est terminé évidemment pas bien pour elle. Bon, je sais pas ce que ça peut produire, mais voilà. Ben, ne serait-ce que cette textualité, je la trouve intéressante. En fait, ces échos qu'on trouve entre ces récits qui sont quand même bon, un peu liés aussi hein, à la période où ils ont été écrits. Je sais pas quelle heure il est et s'il y a... Ah oui, on touche presque à la fin. Et moi, je serais curieuse d'avoir votre avis sur la proposition aussi et vos retours, même si, enfin, aussi vos doutes sur le fond. Oui. Moi, j'ai trouvé très intéressant. Moi, je connais pas beaucoup le tarot, mais c'est très intéressant. Et aussi le côté de laisser libre la carte, si c'est à l'endroit ou à l'envers. Et ça me donne envie d'essayer avec mes étudiants de L1, L2. Et justement, dans les textes sur lesquels on va travailler, il y a le motif du tarot, de la cartomancie, les tziganes et tout. Donc, je pense que ça pourrait être une très belle activité pour faire avec eux au début du semestre, brise-glace, etc. Donc, ça donne envie. Je suis intéressée par vos textes sur le tarot, en tout cas, les textes que vous allez étudier. Merci, il y a Carmen, surtout. Oui, Carmen. J'étais en train d'y penser. Là, sur la performativité du tirage des cartes. C'est la carte que je présente. Oui. Parce que c'est vrai que moi, j'essaie de faire petit à petit une recension des textes sur le tarot. Bon, bien sûr, il y a des textes et des films. Bon, il y a Cléo de 5 à 7, pour moi, avec les films de Varda, qui est vraiment une figure aussi. J'ai adoré l'analyser. Bon, Breton, mais aussi, bien entendu, Calvino avec le Château des Destins Croisés, là aussi, qui est un modèle intéressant. Et après, j'aurais une question. Donc, vous travaillez avec les contes, les légendes ou des romans, mais est-ce qu'on pourrait appliquer ça à la poésie aussi, éventuellement? Comment on ferait? Parce qu'une chose, c'est un roman qui est en film, une poésie, c'est... Moi, je pense que c'est... Alors, j'ai jamais essayé, mais du coup, défi. je vais le tenter, mais je vais y réfléchir en tout cas, parce que je sais pas si on peut le tenter. Je pense que à partir du moment où la poésie, bon, la plupart du temps, ce n'est pas narratif, c'est pas du récit, donc, et c'est vrai que les cartes, ça on n'en a pas parlé, mais ça se prête à la narration, parce que à partir du moment où on met en relation les cartes entre elles, on crée forcément un récit. Mais par contre, ce que va évoquer la poésie peut devenir du récit, et de toute façon, les cartes peuvent aider à interpréter la poésie, donc moi je dirais plutôt oui, quoi. Oui, ça peut marcher. Mais il faut essayer. J'ai pas essayé. Oui. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, au fond, c'est les questions que vous avez posées au départ, peut-être plus que les réponses. Et je me suis demandé si, au fond, on ne pourrait pas refaire cet exercice en demandant simplement, enfin, je sais pas, mais que ce soit, en fait, au lieu qu'on donne les réponses aux questions, qu'on donne les questions nous, qu'on fasse émerger des questions à partir de l'histoire. J'ai l'impression que là se noue un rapport à la littérature qui me semble être personnellement beaucoup plus intéressant, je trouve, mais en dehors de ça, je trouve que l'activité du lecteur, elle est précisément dans ce questionnement, enfin voilà, c'est quand même un grand thème de la réflexion sur la littérature, donc, mais je trouve que du coup là, je trouve qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à entendre les questions que nous on aurait en fait envie de poser à cette histoire, et à mon sens, ça ferme déjà beaucoup en fait les questions, nos interprétations. Il y a presque déjà des réponses contenues dans les questions. Donc là pour moi il y a quelque chose qui ferme peut-être un peu trop, et qui peut-être serait intéressant justement
j'aurais été intéressé en fait d'entendre les questions de tous les participants sur cette histoire en fait. Parce qu'à mon sens là se noue vraiment l'activité du lecteur qui est plutôt de cet ordre-là, je pense que de réponses. Enfin moi je pense que quand je lis la petite sirène, dans la traversée de l'histoire, quand je suis pas dans un mode de lecture professionnel, je suis pas en train de produire des interprétations. En tout cas, je suis plutôt dans les questions que ça fait émerger, et je pense que je les laisse aussi ouvertes, parce que c'est là où pour moi la littérature résonne en moi, c'est lorsqu'elles demeurent un peu ouvertes, même si bien sûr j'ai des bribes de réponses, mais il y a quelque chose qui ferme un petit peu trop pour moi. Je suis complètement d'accord avec vous en fait, et c'est vraiment dans l'idée de la manière dont on va formuler les questions que c'est intéressant, et comment même quand on interroge le tarot en consultation, on pose une question de départ, la plupart du temps, à la fin, on n'a pas une réponse, on a la reformulation de la question de départ. Et c'est aussi le projet de l'enquête chez Dewey, par exemple. C'est ça, finalement, c'est pas de donner des réponses aux problèmes philosophiques, c'est de reformuler les questions. En reformulant les questions, on revisite la perspective sur la question. Enfin, c'est de l'ordre de ce qu'il appelle la valuation, en fait. On réévalue la valeur. Donc là, c'est aussi ce qui se passe dans le cheminement à l'intérieur d'un récit. On se pose des questions et on les reformule, et on reformule nos propres questions à travers un récit. Donc là, vraiment, je partage totalement. Et d'ailleurs, cet exercice, la plupart du temps, c'est la première fois que je le propose comme ça, parce que je me suis dit, je vais proposer un exercice un peu en temps limité, avec des questions un peu ciblées. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il me semblait qu'on entendait vos questions à travers les réponses que vous donniez aux questions. Vous réouvriez. Et c'était ça qui était intéressant, c'était de voir ce que vous projetiez sur ces questions. Donc il me semble que finalement, il y avait quand même les questions vos propres questions qui entraient en résonance, parce que ce qui était un peu délicat aussi pour moi, c'est que j'avais... bon là, on est un collectif, on ne se connaît pas, il entre beaucoup d'intime dans l'interprétation des récits et des contes. L'idée, c'était d'articuler vos vies à la vie de la petite sirène, sans vous impliquer trop, enfin vous laissez la marge en fait de dire, de parler de vous, pas du tout quoi. Vous l'avez un peu fait, à divers degrés, mais donc mais c'est vrai qu'en général, ce que je fais, et d'ailleurs je l'ai fait au Centre Pompidou, tu y étais toi, Émilie, pardon, au Grand Palais, dans le cadre du festival Extra, j'avais invité des artistes en fait à venir avec un livre qui a marqué leur vie, et à poser au tarot la question qui les agitait par rapport à ce livre. Donc on a fait cet exercice-là. Et en général, c'est plutôt comme ça que je le pratique, et même en atelier. Là, j'ai fait une autre proposition, mais... Après, c'est pas évident dans le cadre d'un séminaire d'engager des personnes à poser immédiatement des questions, donc ce serait peut-être même une deuxième étape après ce temps en commun. Sans la lecture en plus préalable. Je suis pas sûre que tout le monde se serait lancé dans l'écriture de questions comme ça immédiatement. Surtout sans, je pense, avoir le texte. C'est un peu une trame, quoi, sinon. C'est un peu une sorte de trame narrative avec des étapes, et bon, poser des questions à partir de ça aurait été moins riche, je pense, que si on avait... Oui, bon, il aurait fallu avoir le temps, de lire le conte ensemble. Ça, je vais le faire dans le cadre d'un atelier là, dans une bibliothèque le mois prochain, mais on a 3 heures devant nous pour ne faire que ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la partie théorique que je propose ici en séminaire, parce que c'est aussi l'objet, c'est d'interroger la question des fictions performatives avec vous. Là, je vais directement proposer un atelier, du coup on aura 3 heures pour faire ça. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui est bien, et ce que j'adore, c'est que quand on partage ce dispositif, il y a plein d'idées d'exercices qui émergent à partir de ça. Il y a d'autres jeux en fait possibles. Avec Pierre Bayard et Yves Citon, on a créé un jeu de cartes aussi, un autre jeu pour interroger la littérature. On avait fait une performance à la Maison de la Poésie il y a 2 ans. Donc je pense qu'après, voilà, c'est vraiment à chacun sa manière de se saisir des jeux et des dispositifs pour
pour interroger des textes littéraires et les fictions en général. Pardon, vous vouliez intervenir, excusez-moi. Juste pour répondre sur la question dispositive, alors sans l'élément du tarot, mais avec la question de la lecture du texte et la formulation des questions, ça m'a fait beaucoup penser à la pédagogie des CRP, Communauté de recherche philosophique, qui est une pédagogie en fait, qui est développée notamment au Canada et particulièrement au Québec, ce qu'on appelle plus communément atelier philo. En fait, il y a toute une pédagogie qui fait partie du champ de la philosophie pour enfants, mais personnellement j'ai fait aussi avec des adultes, qui peut peut-être vous intéresser. Il y a toute une littérature assez contemporaine sur cela. Vous pouvez redire la CRP, c'est ça? CRP, c'est Communauté de recherche philosophique. L'idée, c'est justement de se saisir d'un sujet à travers un thème, à travers la lecture d'un texte. Ensuite, d'avoir une phase, on va dire, de sélection et de vote de questions. Et ensuite, une sorte de forme de débat. Moi, j'en ai organisé, animé auprès d'enfants de primaire sur des sujets très profonds. Et j'en ai fait aussi avec des adultes qui étaient professeurs d'université. Et voilà, ça marche. Oui, mais moi, ça me fait penser à des initiatives qui existent aussi en France depuis quand même un certain nombre d'années d'interventions. Mais c'est peut-être pas les mêmes, hein, de la philosophie pour les enfants, mais c'est encore autre chose peut-être. C'est assez récent, il me semble. Je crois qu'il y a eu peut-être une chaire maintenant qui a été ouverte en France de philosophie pour enfants, mais qui est assez récent, j'ai l'impression. D'accord, ouais. En tout cas, merci beaucoup. J'irai voir. Merci à vous, Nancy Murzillet, pour cet exercice de fabulation textuelle et imagée en actes. C'était vraiment très très riche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de vous être prêté au jeu et c'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup.